Il est bon de le dire, tout le monde a droit à une deuxième chance. Et l'État de Côte d'Ivoire l'a compris, lui qui a mis en place l'école de la deuxième chance, un programme développé pour résorber ce grand stock de personnes sans emploi ou mal insérées. Dans cet autre numéro de YA Solutions, vous comprendrez mieux son importance et son fonctionnement et surtout son lien avec l'Office du service civique national dont nous avons rendez-vous avec le directeur général, M. Touré Mamadou. Avec lui, nous allons développer la thématique de l'école de la deuxième chance. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre et l'émission YA Solutions. Bienvenue à tous. Monsieur Touré Mamadou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office du service civique national. Vous êtes un outil qui a été créé depuis 2007, mais pour cause crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, vous n'avez commencé à travailler véritablement qu'en 2016. Alors, monsieur le directeur général, quels sont les objectifs de votre outil? Le service civique a existé en Côte d'Ivoire de 61 à 83. Mais le service civique s'est arrêté. Donc, près de 40 ans, il n'y a pas eu d'activité de service civique en Côte d'Ivoire. Et il se trouve que nous avons alors eu, par la suite, des crises politiques importantes en Côte d'Ivoire. Et lors des assises politiques de Ouagadougou, les discussions qui ont eu lieu pour ramener la paix en Côte d'Ivoire en 2004, le fait de ne pas avoir de service civique a été listé comme l'une des raisons qui ont induit la Côte d'Ivoire dans l'erreur et qui nous a amené à l'incivisme. Et donc, dès 2004, la décision a été prise de créer un office en charge du service civique. Et la décision a été prise définitivement par décret en 2007. Mais comme vous l'avez signalé, de 2007 jusqu'en 2016, du fait que la situation socio-économique, sociopolitique était tendue en Côte d'Ivoire, le dispositif n'a pas pu être mis en place. Et ce n'est qu'en 2016, effectivement, que ce dispositif a été opérationnalisé par le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui effectivement accorde une importance toute particulière au comportement des jeunes de Côte d'Ivoire. Et donc, l'office est créé donc, officiellement depuis 2016. Comment cet office alors travaille auprès de la jeunesse pour son insertion professionnelle ou civique? Alors, qui dit insertion socio-professionnelle dit bon comportement. Les deux sont liés. Et l'office a pour mission essentiellement de travailler sur le comportement et l'engagement citoyen du jeune. On a 3 outils. Le premier outil, c'est celui qui concerne nos jeunes en situation de vulnérabilité. Mais à côté, nous avons la grande masse de tous nos jeunes qui ont besoin d'engagement citoyen et de connaissance de nos us et de nos coutumes. C'est ce que nous appelons la formation civique et citoyenne. Donc, voyez-vous, nous travaillons sur tous ces axes-là, la vulnérabilité des jeunes, l'engagement citoyen des jeunes et leur connaissance des symboles et des valeurs de la République. Voilà les missions sur lesquelles nous sommes alignés. Très bien. Vous êtes un outil important, mais l'État n'a pas fait que créer cet outil. À côté, il y a les centres d'insertion et de réinsertion. Quelle est votre collaboration avec ces centres? Alors, nous-mêmes, nous avons des centres de services civiques. Et dans les centres de services civiques, pendant 6 mois, on donne un encadrement de type militaire à nos jeunes pour la discipline. Et après, on leur donne 4 mois de formation à un métier pour faciliter leur réinsertion socio-professionnelle plus tard. Et donc, nous avons par le passé eu 5 centres de services civiques, mais depuis juillet 2021, le gouvernement a décidé qu'on passe à 14. Et ces 14 centres-là doivent nous permettre de traiter 14 000 jeunes par an. Ça, c'est nos propres centres de services civiques. Mais à côté, il y a d'autres centres. Il y a des centres de réinsertion des mineurs, par exemple. Tous ces enfants qui ont des difficultés avec la justice sont traités dans des centres de réinsertion, où on appelle ça les centres d'observation des mineurs. Mais à côté également, il y a tous ceux qui sont traités par le centre on appelle ça les CCSR. C'est tous ces centres-là qui gèrent nos enfants en conflit avec la loi. Donc nous ne sommes pas les seuls. À côté des centres de services civiques, il y a d'autres types de centres, mais qui accompagnent également nos jeunes gens qui sont un peu en difficulté. D'accord. Il faut bien en parler, monsieur le directeur général. Justement, vous parlez de centre de services civiques. Vous en avez un à Boaké, le centre de Boaké 2,
que nous avons visité avec nos équipes, un centre qui accueille plusieurs jeunes, filles comme garçons, pour une certaine réinsertion, donc avec un programme qui se fait en 2 sessions. On va faire une incursion ensemble avec vous, chers téléspectateurs de Live TV, vous qui suivez IA Solutions, au centre de services civiques de Bouaké 2. On y va tout de suite. Au centre de services civiques de Bouaké 2, il est 5 h du matin, c'est le début de la journée. Dans ce dortoir, pas de mixité. Pour cette vingtaine de jeunes filles, plus moyen de faire marche arrière. Elles se sont même déjà habituées à ce rythme quasi militaire. Mamie, toi, où est ta tenue? Professeur. La journée débute ici par une séance de sport. Rassemblement, rassemblement! Un réveil bien musclé. Des militaires, des gendarmes ou sapeurs-pompiers à la retraite viennent à la rescousse de ces jeunes. Des encadreurs qui ont pour bataille la réinsertion des jeunes en difficulté. Il faut les remettre sur les rails de l'éducation à la citoyenneté. Ils sont dans ce centre plus de 450 jeunes pensionnaires, appelés des stagiaires volontaires. Ce centre fait partie des 5 établissements, Songon, Bouaké 1, Bouaké 2, Sassandra et Boundiali, pensés par le gouvernement ivoirien pour offrir une seconde chance à des milliers de jeunes en quête de resocialisation et d'insertion professionnelle. La cible, les 14-35 ans volontaires, pas ou pas diplômés, en échec scolaire ou sans emploi, ou présentant des signes d'addiction à l'alcool, à la drogue ou encore porteurs de violence. Des jeunes hommes et femmes ont posé leurs valises ici pour une reconversion sociale. Pour leur inculquer le respect des emblèmes nationaux, rien de mieux que ces séances qualifiées de prise d'armes. En tant que militaires, nous leur avons donné les rudiments de l'armée, les bases élémentaires de la formation militaire. Et ça leur permet aujourd'hui de faire la différence entre leurs frères, leurs sœurs qui n'ont jamais mis pied au service civique. Un entraînement militaire, mais aussi un retour à l'école et des formations accélérées. Paysagiste, Couper même la racine principale, couper la tête. l'art de pâtisser ou encore l'art de la couture. Dans cette classe mixte de 30 filles et 6 garçons, Elias Koulibaly, la vingtaine, veut reprendre sa vie à main. J'ai choisi la couture parce que j'aime la couture. Je partais à l'école, quand mon papa m'a posé la question, j'ai dit non, je vais faire la couture. Voilà pourquoi il m'a envoyé ici. En un mois déjà, je sais écrire mon nom, je sais lire. Et puis je sais coudre encore. J'ai pris Dieu, si je sors ici, d'avoir un petit coin. J'ai un petit atelier pour me défendre. Tous ces apprenants comptent sur le service civique pour aller de l'avant. Découvrir un métier qui les passionne, devenir autonomes et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Les stagiaires volontaires que nous avons sur le centre, ce sont en général des stagiaires volontaires qui sont issus des familles démunies. Ce sont des cas sociaux. Et il y a aussi des cas, je ne vais pas dire sociaux, mais un peu difficiles. Il y a ce qu'on appelle la resocialisation. Et cette période-là, c'est la période la plus critique. Parce que comme ce sont des jeunes qui viennent de divers horizons, qui ont un passé pas très commun, il faut leur apprendre la discipline. Et puis il y en a aussi qui n'ont pas pu réussir à l'école, qui ont entendu parler du centre de services civiques et qui viennent juste parce qu'ils veulent apprendre un métier. 8 mois de formation à rude épreuve, avec des activités extrascolaires de groupe. Ce jour-là, sur l'esplanade du centre, un concours de tir à la corde pour dépasser ses limites et apprendre à vivre en communauté. Au début, on ne se connaissait pas. Mais à travers ces activités sportives et autres, on est devenu comme une famille. De telle sorte que, lorsque même qu'un membre de la section est permissionnaire, nous autres, on se sent tristes. Refaçonner ces jeunes citoyens et les replacer sur le chemin de la réussite, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien. Il n'est pas question de laisser un jeune sortir d'un centre de service civique et ne pas lui proposer un créneau de réinsertion. C'est pourquoi l'agence emploi jeunes vient déjà sur le centre pour les aider à élaborer leur business plan, les aider à se projeter dans l'entrepreneuriat. L'accompagnement de l'agence emploi jeunes, c'est pour espérer trouver une place au sein de la société au sortir de cette formation. Le rêve prend forme pour certains d'entre eux à l'image de ce jeune homme qui a gagné en maturité et retrouvé une vie stable. J'ai fait mon stage ici.
Bon, donc je suis resté ici en tant qu'un agent de sécurité. Je me sens bien à l'aise. Puis je fais ma ronde tranquillement, je n'ai pas de problème. 3180 stagiaires volontaires ont été formés sur ces différents centres de service civique, dont plusieurs déjà insérés dans le milieu socio-professionnel. À long terme, l'objectif est de récupérer et de former le maximum de jeunes en déperdition. Une sorte de filet social qui compte se répandre sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le directeur général, vous avez regardé avec nous ce reportage, cette incursion. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le centre des services civiques de Bouaké 2. C'est notre premier centre. Très bien. Le gouvernement a décidé de faire passer le service civique à échelle. Et l'instruction qui a été donnée, c'est d'avoir des centres de services civiques de grande capacité, 500, pour pouvoir traiter 1000 jeunes par an. Le centre de service civique de Bouaké 2, le centre de service civique Thiophozier, est le premier des 14 grands centres qui vont être construits. Et ce centre-là accueille 500 jeunes, filles et garçons, provenant de toute la vallée du Bandama et de certaines localités à proximité. Il faut dire que pour des raisons très techniques, on a fait venir d'autres jeunes de Ouangolo, de Korogo et d'un peu plus loin pour avoir le maximum de jeunes dans nos centres de services. D'accord. Ça se passe très très bien. Ça se passe très malgré le nombre. Malgré le nombre. Comme vous dites, des raisons techniques, je veux dire. J'entends par raison technique, on voulait avoir le maximum de jeunes provenant de Bouaké. Mais il se trouve qu'il y a des demandes aussi dans des autres localités environnantes. Donc on a été chercher des jeunes dans les autres localités pour venir renforcer l'équipe effective. Est-ce qu'il est facile pour vous d'aller au contact de ces jeunes avec une actualité ou un passé assez difficile qui justement vous mène vers eux? Quel est votre mécanisme donc, avec votre outil de fonctionnement pour aller vers ces jeunes-là? Les autorités locales connaissent mieux les jeunes que nous. Nous, on est en centrale. Donc, il faut les sélectionner, il faut bien les sélectionner. Et pour cela, instruction a été donnée de confier la sélection aux autorités locales, notamment les préfets. Donc, les préfets, les maires, les associations locales, connaissant les jeunes, il y a appel à candidature et les jeunes viennent candidater auprès de ceux-là. Ils font le profilage, ils font la sélection. Et quand ils ont fini de les sélectionner, ils nous les emmènent au centre de service civique. Donc, vous voyez, nous attendons que les autorités locales fassent les choix. Et puis, nous, après, on va mettre en place notre mécanisme de formation. Il fut une époque où le service civique était obligatoire. Hein? Donc, on allait les chercher de gré ou de force, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous a été donné donc, sur le terrain pour dire on a besoin de ramener ces jeunes pour les sauver donc, des situations qu'ils vivent? Est-ce que vous y êtes déjà allé de force? Non. Le service civique en Côte d'Ivoire est volontaire. En tout cas, la loi de 2019 et la loi de 2021 ont confirmé qu'en Côte d'Ivoire, le service civique est volontaire. Cependant, il y a une petite clause qui dit que le dispositif peut être rendu obligatoire en cas de nécessité. Vous avez suivi l'actualité sur les congés anticipés. Oui. Il fut un moment où nos étudiants, nos élèves, des lycées et collèges choisissaient eux-mêmes la date d'aller en congé. Et pour cela, ils troublaient l'ordre public. Il a fallu faire face à cette problématique. Et il y a des jeunes gens qu'on a reçus, pas de façon volontaire, mais de façon forcée, parce qu'ils avaient été arrêtés par les services de police, mis à la disposition de la justice, et qui, par décision, a confié leur garde au service civique. Donc, on a eu cette cohorte de 70 jeunes qui étaient venus de presque toute la Côte d'Ivoire, mais qui s'étaient mal comportés. Cette leçon nous a amené à proposer au gouvernement d'inscrire dans la loi qu'en cas de nécessité, le dispositif peut être rendu obligatoire. Donc, vraiment, c'est des cas spécifiques qui peuvent faire qu'on va rendre ce dispositif. D'accord. Vous êtes un outil du gouvernement aujourd'hui. Est-ce que vous savez comment le gouvernement évalue l'efficacité des programmes d'insertion professionnelle pour les jeunes? Il y a plusieurs dispositifs d'évaluation. D'abord, il y a nous-mêmes, en interne, qui avons commandité des études pour voir si nos outils sont pertinents et est-ce que ça permet d'atteindre l'objectif qui a été assigné. Dans le cas du service civique, oui.
Aujourd'hui, le service civique a de la performance. Et ça a été montré par les études d'impact qui ont été réalisées. Nos premiers centres ont ouvert en 2018. Et en 2020, il y a eu une étude d'impact qui a été faite sur ce dispositif-là. Et ce résultat positif a conduit le gouvernement en juillet 2021 à prendre une décision de passage à l'échelle. Donc vous voyez, il a fallu qu'il y ait une étude d'impact qui montre que le dispositif est efficace pour pouvoir passer ensuite à échelle. D'accord. Monsieur le directeur général, nous parlons d'école de la deuxième chance. Est-ce que quand vous les prenez en charge, ces jeunes-là, comment travaillez-vous avec l'État de Côte d'Ivoire à leur donner une chance d'être insérés sur le plan professionnel et social? Alors, l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il faut donner une seconde chance à tous nos jeunes, qu'ils soient en situation de vulnérabilité ou pas. La seconde chance pour les élèves, pour les jeunes gens qui ont abandonné le tissu, entre guillemets, qui sont tombés, il faut leur tendre la main pour les relever. C'est ce que nous, on sait faire le mieux, c'est notre dispositif. Mais il y a tous les autres jeunes qui, de par leur formation, n'arrivent pas à trouver un emploi adapté à leur formation. À cela également, il y a des formations de reconversion et de réqualification qui sont données, qu'on met également dans la grande thématique de l'école de la deuxième chance. Donc, vous voyez, l'école de la deuxième chance, ce n'est pas une seule entité, c'est plusieurs entités qui concourent à donner une opportunité à tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui n'ont pas su entrer dans le tissu socio-économique. D'accord. Alors, comment vous vous adaptez donc, aux besoins de changement de ces jeunes-là par rapport à ce marché du travail? Tout le monde ne fait pas tout travail. Effectivement, c'est ça le gros sujet. Est-ce que l'école est en avance sur l'entreprise ou c'est l'entreprise qui est en avance sur l'école? Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, de mon point de vue, il va difficilement y avoir adéquation, formation, emploi. On le dit souvent, il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'emploi et tout. C'est exact, mais parce que le besoin de l'entreprise n'est pas souvent pris en compte par l'école. Mais comme l'école précède, il est bien que l'entreprise s'associe à la formation de ces jeunes-là pour faire en sorte que leur éducation de base vienne servir à l'entreprise qui va ensuite donner la petite formation complémentaire pour qu'il y ait adéquation, formation, emploi. Sinon, ce sera un vœu pieux de dire qu'il faut qu'il y ait formation, adéquation, formation, emploi. Oui, mais comment? Il faut que l'entreprise joue le jeu, que l'éducation joue le jeu et qu'ensemble, il y ait une adéquation entre la formation et l'emploi. Monsieur le directeur général, l'ONG Remar est un outil non gouvernemental qui soutient de sa façon ou à sa façon donc dans l'aide à la réinsertion de ces jeunes marginaux. Donc, depuis 30 ans qu'il existe, rester fidèle donc, à son action. Nous avons fait une incursion au sein de l'ONG Remar pour parler à des jeunes gens qui ont été sauvés de la toxicomanie. On va regarder avec vous. Abidjan, vendredi 3 mai 2024. Il est 9h quand nous arrivons devant le siège de l'ONG Remar à Yopougon-Selmer. Sur le bâtiment, un panneau nous renseigne sur la raison d'être de cet établissement. Nous sommes accueillis par Jean-Jacques Avi, l'un des administrateurs de l'ONG en Côte d'Ivoire. Il est chargé de faire avec nous le tour du propriétaire. L'ONG Réhabilitation des marginaux en abrégé Remar est née en 1982 à Victoria en Espagne, dans la banlieue madrilène. Le pasteur Juan Miguel Diez Alvarez, lui-même stigmatisé et marginalisé parce qu'alcoolique, en est le fondateur. Touché et converti par la parole de Dieu, il a le souci de servir ses semblables en situation difficile. Avec son épouse, il met en place le Centre chrétien bénéfique d'aide et de réhabilitation, Remar. En Afrique de l'Ouest, le premier centre chrétien est né au Burkina Faso. En 1996, 7 missionnaires quittent Ouagadougou pour Abidjan pour non seulement évangéliser, mais apporter des soutiens moraux. Remar a envoyé le directeur actuel de Remar Côte d'Ivoire, le pasteur Fernando Ribeiro, voilà, qui lui est venu ici pour cette mission-là. Il faut dire que c'est lui véritablement qui, à travers son ingéniosité,
a pu permettre cette extension, on va dire, de Rémar ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et à Yopougon, je veux dire, ça s'est commencé dans les années 2000, on va dire, voilà, avec la création déjà, puisqu'il y avait cet objectif-là d'implanter Rémar administrativement. Et dans les années, à partir des années 2000, on a eu cette création de siège. Au siège de Yopougon-Selmer, une trentaine de pensionnaires logent ici. Prisonniers, drogués, enfants de la rue sont hébergés, éduqués, nourris, évangélisés ou tout simplement aimés dans ces murs. Nous avons 5 chambres de 8 lits. 8 lits qui accueillent les différents pensionnaires ici. Nous allons aller dans une des chambres. Il faut dire que nous avons cette maxime-là qu'il faudrait que les chambres soient très propres. Et comme vous le constatez ici, avec des lits faits, parce que c'est ce que nous inculquons ici aux pensionnaires dans ce processus de réinsertion-là, c'est de leur apprendre à bien entretenir l'espace où ils sont et leur apprendre également à faire leur lit, à bien balayer la chambre. Il faut dire qu'au niveau du centre, il y a des pensionnaires qui sont allés ce matin en activité. Mais nous avons quelques pensionnaires qui sont là. Lazare est arrivé ici il y a 3 semaines. Celui qui hier encore était considéré comme un paria est aujourd'hui comme transfiguré dans cet univers. Je voyais qu'elle a trop eu tenté de mourir. Mais c'est dirigé moi-même au moins. J'ai pris le bus, même pas un baka, tellement qu'il voulait vraiment venir. Si venu, il était malade, il était fatigué, chargé. Je suis venu ici, me transférer à Benoît. Et à Benoît, quand il s'est arrivé dans les activités, n'est-ce pas découragé, puisqu'il savait ce qu'il cherchait. Il commençait à faire les travaux, les petits travaux. Devant moi, d'autres fuyaient. Mais j'étais là parce qu'il cherchait quelque chose. Il a réellement changé ma vie. C'est resté à faire que 1 mois, 3 semaines de transféré. Je suis arrivé ici samedi. Je suis venu trouver ça bien. Je vois vraiment le rime. J'ai commencé à reprendre ma forme tout à l'heure. Mon corps était commencé à reprendre. Et franchement, je suis à l'aise. Aujourd'hui, j'attrape une pipe. Franchement, vraiment que Dieu. Avec Dieu, on ne tape pas de poteau. Ici, Lazare a tout le temps pour mettre de l'ordre dans son chaos intérieur et dresser un inventaire de sa vie. Dans le dortoir d'à côté, l'on rencontre un jeune homme, la vingtaine bien sonnée. Il n'est pas informé de notre visite, aucun autre pensionnaire non plus, car on veut bien toucher du doigt les réalités de cette maison. Il n'a pas honte d'être filmé ni de nous livrer son identité. Kennedy est un jeune Ivoiro-marocain de 27 ans, ex-toxicomane. Cannabis, alcool, cigarettes, une descente en spirale dans un immense trou noir que ce jeune homme raconte avec une douceur qui tranche avec la violence de ce qu'il a vécu, comme s'il se devait désormais de témoigner. Les soucis ont commencé à la maison, parce qu'avant tout était paisible, tout était bien. Mais à la maison, avec la femme de mon père, on ne s'entendait pas trop. Des disputes par-ci par-là, quand mon papa partait au travail. J'allais à l'école tranquillement, convenablement, comme il se devait. Avec toutes ces disputes, ça me montait à la tête. Avec les amis aussi, tout et tout. J'ai commencé par la cigarette. Et ensuite, j'ai commencé par la cannabis. Après, j'ai vu que tout ça, c'était rien. Ça ne me mettait pas dans l'état dans lequel je voulais être. Donc, j'ai commencé à boire les boissons alcoolisées, les fortes boissons. J'ai dépensé beaucoup dedans. Si on veut voir ce que j'ai dépensé dedans, ça pourrait réaliser un truc avec l'argent de poche, tout et tout. J'ai économisé, mais à cause de ça, que je ne peux plus économiser. Il y a juste 5 mois que Kennedy a décidé de son propre gré de sortir de cet enfer. On m'a envoyé à 8 kilos, à la ferme de 8 kilos, pour une réhabilitation. Là-bas, j'ai passé 3 semaines là-bas. Et j'ai vu que pendant ces 3 semaines, je suis un peu en forme. J'ai réussi à laisser la cannabis parce que je ne pouvais pas laisser. Je ne pouvais même pas faire une journée même sans fumer parce que ça me montait au cerveau, ça m'énervait. Si je ne touche pas, je ne peux pas. Donc, arrivé au bout d'une semaine, j'ai vu que je peux laisser. Donc, j'ai continué. C'est dans ça qu'on m'a envoyé en deuxième phase. La deuxième phase aussi, ça a commencé à s'améliorer un peu. Ici, le travail est fait pour soigner. Il faut dire qu'à Rémar, les activités manuelles jouent un rôle thérapeutique important. Et c'est ce qui a contribué à aider Kennedy à voir le monde avec d'autres yeux. C'est ici qu'il a acquis les rudiments de cet art
et s'est découvert un appétit pour la cuisine. Je ne voulais pas rester là à ne rien faire parce que à mon arrivée ici, chacun avait une activité à faire. Mais comme les activités étaient, presque toutes les activités étaient prises, donc j'avais décidé de venir à la cuisine pour ne pas m'asseoir là à ne rien faire. Apprendre aussi, parce que c'est quelque chose aussi qui peut aider demain, on ne sait jamais. Parce que dehors, je ne faisais pas la cuisine. Mais c'est arrivé ici que j'ai commencé à faire la cuisine. Il prépare avec passion les 3 repas journaliers de la communauté, une trentaine de pensionnaires environ. Il apparaît de plus en plus clairement qu'une libération durable de la drogue ou de l'alcool ne se fait pas sans un processus ardu de prise de conscience, un long chemin vers soi-même. Nous laissons Kennedy à ses casseroles pour continuer la visite de cette prison dorée. Jean-Jacques Avy veut nous montrer le comptoir de l'ONG. Ah, ça va, Kofi? Oui, ça va. Et la journée, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Et le marché? C'est un peu bon. C'est un peu bon, non? Oui. Voilà. Je vous présente Kofi, voilà, qui est un jeune pensionnaire, qui est aujourd'hui le gérant de la boutique solidaire. Il faut dire que c'est un jeune garçon que nous avons reçu depuis le bas âge. On va dire depuis l'âge de 2 ans, 2 à 3 ans, voilà, qu'il est avec nous. Il faut dire qu'à Rima, on reçoit ce type d'enfants très jeunes, voilà, on va dire abandonnés, enfants de la rue, même orphelins, abandonnés même depuis bébé par des mères, voilà, et que nous recevons ici au niveau du centre Remar. Vous l'aurez compris, Kofi est le responsable de ce mini-market. C'est la boutique solidaire où sont exposés, entre autres, certains des objets fabriqués par les pensionnaires. Nous avons des chaussures, nous vendons des vêtements, nous vendons des meubles, nous vendons des articles de quincaillerie également et des articles informatiques et tout ça, et à des prix vraiment abordables, voilà, des bourses assez minimes, ce qui nous permet au quotidien de pouvoir, dans ce que nous recueillons, soutenir l'œuvre sociale ici et prendre en charge tous les pensionnaires que nous recevons au sein de nos centres. La boutique a ouvert 7 jours sur 7. Toujours sous la conduite de M. Avy, nous visitons l'atelier de graphisme baptisé Graphique Solidaire. Nous avons plusieurs activités au niveau du centre et la sérigraphie est l'une des activités parce qu'il est important que nous apprenions des métiers aux jeunes pensionnaires que nous recevons ici. Alors Idem, comment tu vas? Ça va bien? Alors tu travailles sur quoi? Festicolor. Edem Banfoura, responsable de Graphique Solidaire, est venu du Ghana. Il avoue jadis avoir été un invétéré toxicomane et nous fait des confidences en nous livrant comment il est passé d'addict à la drogue à cette merveilleuse version de lui. Si tu me vois comme ça, je peux dire c'est par la grâce de Dieu, ici bien devant vous. Sinon, avant, si je te dis ma vie d'avant, où j'étais et maintenant, vraiment, c'est une grande différence. C'est le centre qui m'a pris dans la vie depuis que j'étais un enfant. C'est le centre qui m'a mené à l'école. En fait, c'est le centre qui m'a appris tout, par la grâce de Dieu. On fait des confessions, des t-shirts, on fait des tirages, des pages. On fait des confessions aussi sur les tasses. Sur les tasses comme vous voyez en haut là-bas. Et le travail qu'on fait ici, c'est bénévole. On ne nous paye pas. Tous les rentrées qu'on reçoit ici, c'est pour aider notre centre qui est à Nyama, où on a presque 300 enfants. Voilà, c'est pour aider le centre là-bas. Il faut dire que lorsque le pensionnaire achève son séjour au centre, il a un métier pour l'avenir. La majorité d'ex-pensionnaires n'exclut pas de transmettre à d'autres l'expérience vécue ici, en devenant à leur tour des éducateurs. J'ai un jeune frère ici que vous pouvez voir. C'est le frère Junior. Il était ici depuis son enfance. Et bon, par la grâce de Dieu, il est ici aussi à prendre le temps de quelque chose pour son avenir. C'est pas facile. On sait que les jeunes sont vraiment compliqués. Mais bon, par la grâce de Dieu, il a quand même d'apprendre. C'est ça qui est le plus important. Edem est l'un des nombreux miracles de cette institution qui continue de fonctionner selon le principe que seule une complète abstinence de drogue aide les personnes dépendantes à s'en sortir. Dans chacun des 16 centres Remar installés sur le territoire ivoirien, les pensionnaires reçoivent en plus de la nourriture spirituelle de quoi nourrir le corps. La structure ne vit que de dons de personnes de bonne volonté.
Ah, voilà, vous tombez à point nommé. Ici, nous avons l'arrivée d'un de nos véhicules de distribution de vivres dans nos centres, nos différents centres. Faut dire que Remar reçoit des dons en vivres de donateurs et c'est ces dons-là, voilà, que nous redistribuons chaque semaine, précisément les vendredis, à tous nos centres qui sont disséminés à travers Abidjan. Voilà. Et il est souvent revenu qu'il y a des personnes mal intentionnées qui usent de l'identité de Remar pour la réception de dons à domicile. Il faut dire que Remar ne va pas à domicile et nos agents sont véhiculés, nos agents portent des chasubles à l'effigie de Remar. Donc si vous voyez des personnes qui viennent chez vous à la maison pour venir demander, on va dire, de l'aide ou un don, ce ne sont pas des agents de Remar. Le Remar compte plus de 600 pensionnaires dans le seul Abidjan et chaque centre a sa spécificité. Nous prenons la route pour visiter le second centre Remar à Port-Bouedeux. C'est à Yopougon. C'est le centre Remar prison, entre guillemets, qui fonctionne en collaboration avec les institutions pénitentiaires. L'espace très grand est une propreté surprenante. Ici, il y a un lavage auto et des ateliers de mécanique. À cette heure de la journée, les pensionnaires sont hors des murs où ils poursuivent leur réinsertion sociale et professionnelle. Ils se retrouvent ici le soir pour manger et dormir. Monsieur le directeur général, au regard de ce reportage que nous avons vu ensemble, finalement, qui peut faire le service civique en Côte d'Ivoire? En fait, cette présentation est très intéressante pour nous. Nous sommes censés gérer tous les jeunes qui sont en rupture. Et pour être en rupture, soit on est en abandon scolaire ou on a, disons, on a des vulnérabilités. Mais il se trouve que de plus en plus, des jeunes gens qui nous sollicitent présentent des vulnérabilités, notamment en lien avec la toxicomanie et l'abus d'alcool. Donc de plus en plus, on a quelques cas de jeunes qui, véritablement, dans les centres de services civiques, doivent être pris en charge. Et l'ONG Remar, ou toute autre structure, qui travaillent dans cette thématique spécifique des toxicomanes et puis des gens qui sont touchés par l'alcool, pourraient avec nous avoir du parcours. Mais, je précise, les jeunes que nous avons, c'est vraiment tous nos jeunes. Ceux qu'on a à la maison, ordinairement, qui sont en abandon, qui ne savent pas quoi faire. Les parents, pour certains, considèrent le centre de service civique comme le lieu où ils viennent abandonner leurs enfants. C'est-à-dire, quand ils ont beaucoup de difficultés avec les enfants, que l'enfant rentre dans un centre de service civique, il ne vient même pas le voir. C'est la démission totale. Il démissionne. Ça, c'est le vrai problème que nous avons. Ça, c'est un vrai plaidoyer. Le centre de service civique n'est pas un lieu de rétention. Ce n'est pas un lieu de redressement. C'est un lieu de formation. C'est un lieu où on vient enseigner la discipline aux jeunes. Mais ce n'est pas un lieu où on vient déposer l'enfant et puis on l'oublie. Donc, véritablement, les parents doivent être sensibilisés à leur rôle d'abord de parents, de venir voir les enfants sur les centres de services civiques. D'accord. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez connu des cas d'échec en insertion professionnelle de vos jeunes? Oui, on a connu des cas. C'est-à-dire que nos dispositifs, l'élément clé, c'est le volontariat. Pour changer quelqu'un, il faut qu'il veuille bien changer. Nous faisons ce que nous pouvons. Techniquement, on va tout faire. Mais il y a eu des moments où le jeune rentré de sa formation ne veuille même pas faire un petit effort pour répondre à un emploi. Je vous prends quelques cas. Heureusement pour nous, ce n'est pas le grand nombre, hein, des personnes à qui on décide de donner le permis de conduire. On paye pour faire le permis de conduire pour eux. Ils n'ont pas eu le temps, parce que le temps était court, d'achever la formation sur le centre de service civique. Et une fois rentrés en famille, on leur dit, vous allez à l'auto-école à côté pour aller passer votre permis. Mais de chez lui à la maison, de chez lui, pour aller à l'auto-école, il faut payer le transport, un woro-woro ou un taxi pour partir. Il décide de ne pas partir puisqu'on ne lui a pas donné cet argent pour payer son transport. Ça peut être un élément. Ça peut se comprendre si c'est loin. Mais si c'est à 2 carrefours, pour certains parents, ils ne demandent même pas à leur enfant d'aller chercher du travail après leur formation.
Mais la seule chose qu'ils ont en tête, mais puisque vous les avez formés, mais trouvez-leur du travail. Voilà, ça c'est vraiment ce raccourci-là pour lequel on souhaiterait que les parents s'impliquent davantage. Nous faisons notre part de travail, qu'ils fassent un peu leur part. Monsieur le directeur général, en 2019, il y a eu un projet de loi portant modification de cette loi justement de 2019. Qu'en est-il finalement? Effectivement, en 2019, il y a eu une loi qui a encadré le service civique, mais qui a été modifiée en 2023. Et cette modification en 2023 a introduit un certain nombre de modifications, notamment la tranche d'âge, qui a été revue à la baisse pour tenir compte de ces jeunes gens qui de plus en plus rentraient dans des comportements inciviques. Il y a la question de la nationalité. Pour certains, tous les dispositifs de service civique ne devaient pas être ouverts à des non-ivoiriens, notamment tous ceux qui engagent des gestions des fonds publics. Ça a été acté. Donc il y a certains dispositifs de service civique, il y en a qui sont ouverts aux nationaux comme aux non-nationaux, mais d'autres par contre sont exclusivement réservés aux nationaux. Il y a la question de la valorisation. Quand on a fini de faire le service civique, qu'est-ce qu'on fait avec? Et il a été instruit que des personnes qui font le service civique, lorsqu'ils vont recevoir une attestation, ils pourront l'utiliser comme document pour préparer des concours de l'administration, notamment en termes de position militaire. Ils peuvent présenter cette attestation de service civique comme certificat de position militaire. Voilà les modifications qui sont intervenues de par cette loi-là. Nous avons suivi l'un de vos jeunes que vous avez formé, que vous avez réinséré. On va y aller ensemble pour regarder ce document qui parle de lui et de ce qu'il fait à présent. On y va. Faya, cité des Lauriers 15 à Abidjan. Nous sommes sur un chantier d'habitation en pleine rénovation. Ici, les journées commencent à 7h30 par une réunion de briefing. Et vous, c'est comment côté caméra? Oui, côté caméra, on a fait passer les tables en haut. On va procéder à faire des tuiles. Serge Alain Atourmont, 29 ans, est aujourd'hui maçon de formation et de profession. Mais il n'est pas tombé dans la maçonnerie dès son plus jeune âge. Ayant arrêté ses études très tôt, désœuvré, il veut reprendre sa vie à main en apprenant un métier. Il découvre alors au hasard des circonstances le service civique national et sa vie reprend vie. Il choisit un métier qui embauche et se décide de suivre une formation au centre de service civique de Bembresso, dans la commune de Songon, à l'ouest d'Abidjan. Ok, c'est une chance que j'ai eue. Parce que j'étais à la maison, je ne faisais pas de formation. J'ai été à l'OSN en voyant les informations sur le net. Lorsque j'ai vu l'OSN, j'ai pensé à une formation. Donc, j'ai pris des informations et j'ai postulé. Et Dieu merci, j'ai été retenu. Plus confiant et tenace à sa sortie du centre des services civiques, il veut se perfectionner et commence un stage dans une grosse entreprise, MD Technologies, où il va rapidement être confirmé. Aujourd'hui, il a décuplé ses compétences et n'arrête pas d'approfondir ses connaissances. Nous avons percé la dalle pour pouvoir rattraper le câblage. Donc, nous allons emmener le câblage dans le plafond pour pouvoir avoir accès à l'Internet. Je me suis mieux perfectionné en apprenant la climatisation, ce que je ne faisais pas parce que j'ai fait la formation de la maçonnerie. Mais étant MD Technologies, j'ai appris la climatisation, le câblage Internet et puis la caméra aussi. Serge Alain enchaîne aujourd'hui les grosses œuvres et ça tombe bien car le domaine a grand besoin d'une relève de qualité. Les métiers du gros œuvre sont en perpétuelle évolution du fait des nouvelles techniques et technologies. Ils offrent des possibilités de progression rapide et des salaires attrayants. Moussa Diomandé, lui, a choisi de donner une seconde chance à ces jeunes. Les gars assez complets aujourd'hui, vraiment, ils font ma fierté, ils font la fierté de mon entreprise. Et voilà pourquoi je suis toujours de connivence avec l'OSM. Chaque année, ils nous envoient des stagiaires. Je suis à la 3e génération des stagiaires. Sur le chantier, ils sont nombreux, les anciens pensionnaires des centres de services civiques qui aujourd'hui s'épanouissent dans ce métier séculaire qu'ils ont mûrement choisi, comme quoi le bonheur est dans le chantier. Monsieur le directeur général, après avoir regardé ce document, les jeunes comme lui, vous en avez réinséré combien? Est-ce qu'on a des chiffres? Nous sommes à plus de 5000 jeunes qui ont subi ce parcours de formation depuis 2018 à ce jour. Pour cette seule année 2024, c'est 2300 que nous devons prendre en charge. Mais à date, nous avons 1050 qui sont en charge, qui sont pris en charge. Donc ça veut dire que
ça monte très très vite en puissance. Et en termes d'insertion, aujourd'hui, nous avons un taux d'insertion qui dépasse les 70%. Donc pour nous, nous sommes totalement satisfaits de ce résultat. Mais mieux, nous sommes satisfaits de ce résultat parce que parmi ces jeunes, aujourd'hui, il y en a qui commencent à obtenir des prix d'excellence. C'est-à-dire des jeunes gens qu'on pensait perdus pour la société, aujourd'hui, viennent se révéler dans leur entreprise comme des garçons modèles et qui font la fierté de l'entreprise. Pour nous, c'est vraiment le succès garanti avec ce type de jeunes sortis de la vulnérabilité, sortis de l'oisiveté et qui, en moins de 1 an, 2 ans, se classent parmi les meilleurs employés des entreprises. Bilan positif alors. Bilan très positif. Pour nous, bilan très très positif. Mais à côté de ce bilan, là où on se réjouit, c'est également le changement de comportement. Qualitativement de ces jeunes gens qui étaient considérés comme des jeunes gens irrécupérables, mais qui désormais dans la vie se sont repris, qui repartent à l'école. Il y en a qui avaient abandonné l'école, maintenant qui repartent à l'école. Il y en a qui n'avaient pas d'emploi de qualification, ils ont eu un emploi, ils sont qualifiés. Je pense que c'est l'objectif qu'on nous demandait et qui est largement atteint. Merci, M. Touré Mamadou. Merci beaucoup de nous avoir reçus donc, à votre bureau et pour avoir répondu donc, à toutes nos questions. Il faut rappeler à tout le monde, à tous les jeunes, que l'école de la deuxième chance en Côte d'Ivoire est une réalité et c'est un outil nécessaire que l'État de Côte d'Ivoire mette à votre disposition. Je ne parlerai pas pour redire ce que le directeur général a dit, mais tout le monde a une deuxième chance, tout le monde a droit à une deuxième chance. Merci de nous avoir regardés sur Live TV, la télé sans filtre. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de IA Solutions. Au revoir.